Test. Mesdames, Messieurs, bonjour. Est-ce que le son est un peu fort, peut-être un peu trop? Ça va? On va essayer de ne pas trop crier dans le micro. Bienvenue tout d'abord à cette matinale organisée par la CCI sur la thématique du référencement Internet. Nous allons nous présenter dans 2 petites minutes. On va attendre encore un tout petit peu les derniers inscrits puisqu'on avait une salle comble annoncée aujourd'hui. Dans 2 minutes, on va prendre à la fois l'antenne sur Facebook, si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est déjà fait. Bonjour à tous et à toutes. Et on va commencer le programme de la matinée qui est un petit peu chargé puisqu'on est sur une notion très technique, encore une fois, avec le référencement. Et on va, au tour de présentation, vous consulter pour savoir sur quelle étape de vie de votre site et de gestion de votre site vous en êtes, pour mieux échanger avec vous, bien sûr. Voilà. Tout de suite, merci. On repart. Rebonjour à toutes et tous, bienvenue à la matinale CCI sur le référencement. Nous représentons partiellement l'Observatoire numérique Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, ainsi que M. Anthony de mon coach web marketing, mais qui va se représenter rapidement. Nous remercions la CCI pour ses invitations ouvertes. Nous travaillons avec la CCI en partenariat de longue date sur l'animation de matinales comme celle à laquelle vous assistez aujourd'hui, mais également nous proposons dans le cadre de Cap Relance des ateliers. En ce moment, nous sommes sur la création des pages Facebook, ce qui peut paraître aussi très complémentaire avec le sujet du jour, qui est bien évidemment le référencement Internet, notion assez technique. Je suis pour ma part Éric Olivier, coordinateur de l'Observatoire numérique Nouvelle-Calédonie, et je vais laisser mes compères du jour se présenter. Bonjour à tous, je suis Ludovic D'Antoni, donc je suis gérant de l'agence Mon Coach Web Marketing et spécialisé depuis quasiment 20 ans sur les algorithmes Google et la partie référencement gratuit et organique. Voilà. Ma spécialité, c'est l'accompagnement des très petites et moyennes entreprises sur cette visibilité en fait gratuite. Bonjour à tous, je suis Terence Patel, je suis donc chargé de communication au sein de l'Observatoire en tant qu'interne professionnel de communication art numérique qui a ouvert donc la promotion de cette année. Et du coup, j'ai la chance d'accompagner Eric dans la démarche et d'aider les acteurs du numérique à se développer aussi en Calédonie. Et comme l'avait dit Eric, il y a donc en ce moment la Cap Relance qui est mise en place avec la CCI, où on met en place des ateliers pour permettre aux jeunes entreprises, aux PME, et aussi que les personnes qui souhaitent se lancer sur la communication au sein du web, elles s'accompagnent tout à l'heure avec ces petits ateliers. Merci Terence. Terence qui est pièce maîtresse de ces ateliers, je dois avouer que j'apprends également beaucoup avec lui. N'hésitez pas à solliciter des professionnels étudiants de la licence pour communication en numérique qui est ouverte en alternance. Pour information, ça peut être très utile pour vous en termes de renfort. Hop. La version écrite de notre présentation, comme ça c'est fait.
Ce que je vous propose, c'est peut-être de nous préciser en levant la main les personnes parmi vous qui disposent déjà d'un site internet, qui est ouvert et bien évidemment publié. Parmi ce même pool de personnes, est-ce que vous pouvez nous préciser ceux qui ont la gestion directe de votre site? Est-ce que vous êtes en administration? Levez la main si c'est possible. D'accord, donc vous n'êtes pas concerné par le cas de prestations éventuellement sur votre site? Si, quand même, pour d'autres. Alors, important, hein, nous sommes sur une présentation d'ordre générique, donc certaines personnes d'entre vous auront certainement un niveau technique assez élevé. Merci de votre indulgence pour ces personnes-là, puisque nous devons être accessibles à tous. Et puis pour ceux qui sont plutôt des personnes non initiées, on va dire, au référencement, ne vous inquiétez pas, le support va vous être transmis, d'où l'importance également de bien renseigner votre présence et votre adresse mail, s'il vous plaît, si ça n'a pas été fait. Voilà. Le référencement, on va bien évidemment parler principalement des moteurs de recherche qui existent depuis maintenant plusieurs années, qui sont la porte d'entrée principale, hein, on va dire, de l'accès Internet pour tout un chacun, et puis avec évidemment des entités phares. Google évidemment. Alors, effectivement, on se retrouve dans une situation où Internet commence à dater un petit peu maintenant. Hein. N'oublions pas qu'Internet a été créé, on va dire, en 89 avec la première version d'un site web dédié à la recherche par le CERN. Initialement, l'histoire d'Internet remonte un tout petit peu plus en amont, mais encore une fois dans un cadre qui avait été pré-identifié de protection, vraiment aspect militaire, communication protégée pour les services d'armée américaine notamment, et notamment la notion de recherche. C'est vraiment les deux points majeurs qui ont permis l'impulsion première d'Internet. Et puis en 90, on a donc le premier site du CERN qui est ouvert, et en 91, on a l'ouverture du web à tous, on va dire. Donc l'ouverture du web, peut-être on le connaît un petit peu. Alors attention, hein, à l'époque, la forme était très différente. On avait beaucoup de textes, très peu de sites. Et on verra que le nombre de sites a énormément évolué à nous parlons. Sauf pour ma part, on n'est pas loin des 2 milliards de sites. C'est même indiqué, 1,78 milliard de sites internet à date d'aujourd'hui. Yahoo, important, puisqu'en 1994, quand Yahoo s'ouvre, c'est l'un des premiers moteurs de recherche, et nous allons le voir. Donc le web comportait à ce moment-là, comme évoqué, 3000 sites. Donc vous laissez imaginer la croissance exponentielle. La difficulté étant, pour nous aujourd'hui, de vous donner les clés pour vous rendre visible parmi ces 1,78 milliards de sites. Vaste défi. Pour ce qui est des moteurs de recherche en eux-mêmes, alors effectivement, on a un moteur de recherche un petit peu hégémonique qui est Google. Rappelons que dans la notion de GAFA, pour ceux qui l'aperçoivent, le G représente Google, hein, donc première place, premier nom. Puisque c'est le premier moteur de recherche en termes de volume, hein, il scanne plus de 20 milliards de pages par jour, donc 20 milliards de pages parmi, c'est-à-dire que, effectivement, si on prend le nombre de 1,78 milliards de pages, ça veut dire que potentiellement chaque site est balayé bien plusieurs fois par jour. En fait, un nombre de pages, ça va être un nombre d'affichages ou un nombre de contenus. Puisque le nombre de sites, ne représente pas le nombre de pages, c'est ça l'important. Plus de 500 millions de requêtes par jour, donc on peut espérer que parmi les 500 millions de recherches que reçoit Google tous les jours, il y en a qui concernent votre activité et votre activité en Calédonie notamment. Point du jour, donc, et cela représente 91,29% des recherches. Alors les chiffres évoluent un petit peu, et avec une ventilation de 85% sur la partie fixe et 95% sur le mobile. Donc, aujourd'hui, 86% des néo-calédoniens disposent d'un smartphone. On se doute que c'est bien sur ce moteur de recherche qu'il va y avoir le plus d'activités, de requêtes, comme nous les appelons. Bing, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le moteur de recherche, en gros, puisque chaque marque essaye d'avoir son outil. Rappelons que le seul outil qui est en amont d'un moteur de recherche, c'est ce qu'on va appeler le navigateur, bien évidemment. On ne va pas rentrer dans le détail à ce niveau-là. 4,5% des recherches pour Bing en métropole, donc avec une ventilation également plus importante sur le port PC fixe, sur les ordinateurs ou fixes du de bureau que sur l'usage mobile. Et Yahoo, donc un des plus vieux moteurs de recherche de l'histoire, donc qui atteint une certaine de maturité, même si ses performances par contre sont un petit peu en deçà, hein. Parfois en termes de requêtes, on a des parts de marché qui progressent toujours. Peut-être justement par rapport à cette connaissance historique du moteur de recherche, qui peut-être rassure certains usagers. 1,24% des recherches en France,
C'est effectivement pas un volume conséquent, mais ça lui permet d'assurer une place. On va voir ensuite des moteurs de recherche beaucoup plus récents, avec Ecosia, donc qui lui est un moteur de recherche à vocation écologique ou éco-responsable. Donc puisqu'en fait l'impact du numérique est quand même assez fort en termes de pollution, pour le dire sous ces mots-là. Par contre, ce moteur de recherche allemand a des actions en équivalent carbone, on va dire, pour faire court. Donc 1,03% des recherches de France, je ne vais pas rentrer dans le détail, on est toujours pareil avec une propension plus forte sur le fixe que sur le mobile. Alors important, c'est un moteur de recherche francophone avant tout. Estimé moins performant que Google en termes de résultats. Après, avouons que sur les moteurs de recherche, il suffit aussi de s'habituer au type de résultats par un moteur pour savoir les utiliser. Au début, on peut être effectivement un tout petit peu interpellé par le nombre de réponses beaucoup plus limité que sur Google. En tout cas, se démarque sur un point particulier, c'est qu'il n'annonce aucun, il ne garde pas de traces de navigation. Et bien évidemment avec l'affichage d'un respect pour la vie privée des usagers. 0,78% des recherches en France sont réalisées. À noter que Quant est devenu officiellement le moteur de recherche des administrations françaises depuis. Donc ce chiffre a certainement évolué. On attend encore une mesure fiabilisée. DuckDuckGo. Alors tout comme Quant, l'idée de DuckDuckGo c'est de ne pas tracer vos navigations, donc c'est encore une fois très important. Rappelons que le cadre de la réglementation sur la protection des données est en vigueur officiellement en Nouvelle-Calédonie depuis l'année dernière, le fameux RGPD ou la RGPD, réglementation de la protection générale des données. Nous avons le spécialiste dans la salle qui pourra vous éclairer en fin de rencontre au besoin. Donc il compose des résultats de Yahoo, Wikipédia, Bing et Gecko, puisqu'en fait il va regrouper plusieurs outils en un seul. Donc c'est un outil qui représente 0,81% des recherches en France. Donc comme vous allez pouvoir le voir, Google reste bien évidemment hégémonique tant en termes de volume qu'en termes de répartition au niveau de l'échelle mondiale. N'oublions pas qu'en tant que professionnel, vous pouvez vous adresser à un marché particulier, situé en Calédonie ou à l'extérieur, ou à un marché professionnel situé en Calédonie ou à l'extérieur. Il est très important donc de maîtriser également la cartographie des moteurs de recherche utilisés. Donc comme vous pouvez le voir, pour vous faire un résumé en travers de cette partie-là, Google est hégémonique dans la plupart des pays du monde. Évidemment, on va avoir une petite exception notable avec la Chine, qui dispose de son propre moteur de recherche. Donc il pourrait y avoir pour vous des intérêts à vous intéresser à celui-ci si vous êtes orienté vers le marché chinois. Ce n'est pas le cas de la démarche du jour, donc on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail, mais sachez-le, c'est important également d'adapter vos outils à votre marché. Je vais faire un tout petit parallèle, ce serait la même chose en termes de réseaux sociaux. Si vous voulez toucher la population russe avec un réseau social, il y a un réseau social qui est spécifique à la Russie. Je prends des états au hasard, choisissez bien sûr vos destinations. Voilà en tout cas pour vraiment la partie présentation de ces moteurs de recherche et la répartition, ce qui nous amène effectivement à bien évidemment parler essentiellement de Google aujourd'hui et de la manière dont fonctionnent, avec les explications de Ludovic Antony, les algorithmes et le référencement sous Google. Merci Ludovic d'avance. Alors comme Eric l'a précisé, on va travailler surtout sur Google ce matin, mais je précise tout en bas de la slide qu'en fait, ce qui est valable pour Google est valable pour d'autres moteurs de recherche, à savoir que le niveau d'exigence de Google aujourd'hui est tel qu'il répond vraiment à toutes les exigences des autres moteurs de recherche. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est valable pour l'intégralité des moteurs de recherche francophones. Voilà, alors avant d'aller plus loin, il est nécessaire aussi de poser la lexicale, la sémantique adéquate et déjà de faire la différence entre ce qui est annuaire et moteur de recherche. L'annuaire de recherche, en fait, pour faire simple, c'est quelque chose qui est très statique. Il n'y a pas de crawler, on va voir ce que c'est un petit peu plus tard, et vous devez faire la démarche d'inscription auprès de ces annuaires. Le moteur de recherche, quant à lui, dispose en fait de ce qu'on appelle, c'est-à-dire un petit robot qui va aller visiter votre site. Alors, quelques petits termes qu'on va donc apprendre ensemble, parce que je vais les employer pendant une petite heure. Et ben, on va indexer. Indexer, en fait, c'est simplement le fait pour un moteur de recherche de parcourir votre site et de le mettre dans d'immenses containers qui vont juste être là en attente du traitement par un algorithme.
L'algorithme, en fait, c'est un enchaînement de petits programmes, en fait, qui est là pour voir si votre site est qualitatif et pas, ou pas, pour ensuite le positionner. Le positionner, c'est-à-dire simplement, si vous tapez un mot-clé, le site apparaît dans une... Voilà, donc c'est une pratique qui est vraiment très importante, parce que si on ne la maîtrise pas, on ne peut pas faire du référencement. Voilà. Pour revenir par exemple au crawler, on en a parlé tout à l'heure, ça a été la grosse invention de la part de Google, c'est-à-dire en fait ce sont des petits robots qui vont arriver sur votre site et qui vont parcourir page après page pour récupérer les informations essentielles. On va voir justement lesquelles et comment titiller ces crawlers pour même votre site, pour mieux le positionner. Toute une simple démarche qu'on va l'avoir sous forme de schéma. Voilà, alors donc vous venez de lancer votre site. Rapidement, Google va savoir que votre site existe. Vous n'avez absolument aucun signal à envoyer, Google découvre votre site. On voit la petite araignée donc, qui arrive sur votre site et qui va analyser les pages. Il faut savoir qu'un crawler, quand il arrive sur votre site, ne voit pas le site tel que vous le voyez. On verra tout à l'heure ce qu'on appelle le code source. Et le crawler va voir le code source de votre site, c'est-à-dire du code. Ce code, il va en tirer l'essentiel. Quelques informations, des points clés. Ces informations sont ensuite rapatriées dans ce qu'on appelle un immense serveur. Ce serveur-là, c'est une zone d'attente. En attendant juste l'algorithme fasse son travail. L'algorithme va donc analyser tout votre code source qui a été récupéré par la petite araignée et va dire il y a des telle personne a mis tel mot-clé, donc on va essayer de le positionner sur telle expression dans les résultats de recherche. Donc on est vraiment sur une chose qui est quand même très souple. Je vais me permettre une métaphore, délicate en temps réel. C'est un petit peu, il faut vraiment imaginer tout ce principe-là comme on va dire, une boîte d'intérim par exemple, avec lesquelles on va avoir des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui ont des CV et qui ont mis des mots en avant dans leur CV. Et en fait, tout simplement, c'est comme si le recruteur venait dans cette salle, devant chaque personne, repère ses mots-clés et va choisir en fonction le résultat qui va être affiché. Un petit peu comme dans un profil de recrutement sur la métaphore que je propose. Donc une fois que l'algorithme a fait son travail, votre site est positionné sur des mots-clés. Quand l'internaute va donc saisir un mot-clé dans le moteur de recherche, dans ces cas-là, la requête est envoyée à un serveur, qu'on appelle le serveur de données, et ce serveur de données va retourner un résultat. Donc l'objectif du référencement naturel, quand on doit donc la mettre sur son site, c'est savoir comment le modifier pour justement aller trouver la petite faille dans l'algorithme qui fait que votre site va apparaître automatiquement et dans les meilleures positions sur les moteurs de recherche. Alors, d'autres terminologies aussi énormément maîtrisées, parce que si vous faites appel à une agence web, on va forcément vous employer ces acronymes qui ne sont pas toujours très digestes. Alors, on va commencer par le SEO. SEO, c'est le Search Engine Optimization, c'est-à-dire donc l'optimisation d'un site pour la recherche naturelle, c'est-à-dire donc le référencement gratuit. On va passer au SEA, pour le Search Advertisement, c'est-à-dire donc tout ce qui est publicité payante sur les moteurs de recherche. Pour vous donner une idée, on a donc la régie Google Ads, peut-être parmi vous certainement faux. On a aussi la régie Ads. Et dans un autre domaine, on peut très bien avoir aussi la régie Facebook quand elle communique hors de Facebook. Voilà. Autre terminologie, ce qu'on appelle le SEM. C'est une discipline en fait qui consiste à l'addition du SEO, c'est-à-dire ce qui est naturel, et du SEA, ce qui est payant. C'est simplement en fait la résultante de toutes les actions que vous pouvez mener sur un moteur de recherche, qu'elles soient gratuites ou payantes, pour avoir de la visibilité. Ensuite, nous avons le SMO. Je reste persuadé que parmi vous, tout le monde en fait ici, c'est-à-dire la visibilité sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et ainsi de suite. Ensuite, le SXO. Le SXO, en fait, c'est lui qui va enterrer le SEO, puisque le SEO est quasiment mort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mélange du SEO, c'est donc de l'optimisation naturelle, et de l'usabilité, c'est-à-dire le confort d'utilisation que peut avoir un internaute lorsqu'il est sur votre site. Oui, très important en fait cette notion de SXO, parce qu'en fait, il faut bien considérer que les moteurs de recherche considèrent eux-mêmes désormais le confort de l'usager. Si vous n'êtes pas apte à proposer un site ergonomique pour l'usager, qui va faciliter la navigation et l'accès à l'information, le moteur de recherche maintenant va vous sanctionner.
Tout à fait. Simplement, déjà, si votre site n'est pas responsive design, c'est-à-dire s'il ne s'adapte pas sur les téléphones portables, sachez que vous aurez déjà une première sanction qui est attribuée justement par Google via un algorithme qu'on appelle Mobile First. Voilà. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec les bases de l'optimisation sur votre site. Comme l'a précisé Eric, aujourd'hui, on va justement essayer de voir certains référencements. C'est un métier. Voilà, il faut savoir qu'en métropole notamment, il y a des cursus scolaires et universitaires qui forment au référencement. En une heure, c'est très court pour voir tout. Donc, je vous ai fait simplement un petit tableau avec les notions dont on parlait, comme l'importance des mots-clés, le contenu rédactionnel, les balises, les images, les signaux externes et les pénalités Google, puisque Google peut donner aussi des mauvais points. On ne verra pas, comme ce qui est hébergement Internet, nom de votre CMS, la méthodologie de référencement, ce qu'on appelle le Black Hat, le White Hat, et ainsi que la SEO, parce qu'il faudrait vraiment beaucoup plus de temps pour tout aborder. Voilà. Le chiffre sur lequel je vais souvent revenir, c'est ce fameux 28%. 28%, c'est l'audience supplémentaire que vous pouvez obtenir grâce au référencement naturel. Une audience qui est donc 100% gratuite. Donc ce chiffre-là, gardez-le bien en tête, si vous travaillez bien, c'est la moyenne d'accroissement de votre audience naturelle. Effectivement, on est d'accord, parce que la notion de gratuité ou de prestation payante, on va dire, là passe vraiment par la notion de tarification. Attention, le référencement naturel et le travail que ça va vous demander, possiblement, c'est beaucoup de temps que vous allez injecter dedans. Donc mesurez également le ratio entre le temps que vous allez y mettre, le temps d'acquérir de la performance de votre côté, par rapport au coût d'une prestation éventuellement. Ça, c'est à vous que ça appartient en termes de choix, mais vraiment peser en amont. Juste pour rebondir justement sur ce que tu dis, si vous faites du SEA, c'est-à-dire la publicité payante, sachez que lorsque votre CV ne passe pas, vous avez de visibilité. Avec le SEO, vous travaillez sur du moyen terme et du long terme. C'est-à-dire les résultats peuvent demander de 3 à 6 mois pour apparaître. Et par contre, si vous allez vraiment respecter les bonnes conduites de Google, votre visibilité elle est garantie pour plusieurs années. Voilà, donc sachez, soyez bien conscient que l'investissement, c'est vraiment l'investissement que le SEO et non une dépense. Alors, comme on l'a vu, le crawler vient sur votre site. La première chose qu'il va analyser, c'est la richesse sémantique de votre site, c'est-à-dire la présence de mots-clés. Ces mots-clés, on les trouve dans deux endroits qui sont très stratégiques. Le texte qu'il y a sur la page. Donc, effectivement, j'ai souvent des clients qui disent « vous mettez trop de texte ». On met beaucoup de pages volontairement pour construire un champ sémantique. Et on le retrouve justement sur les fameuses balises de référencement qui sont la clé. Si un jour vous devez commencer à travailler votre référencement, commencez par les balises et ensuite on travaille le texte. Alors, les mots-clés, comment va-t-on faire pour les trouver? On va dire la première source pour trouver des mots-clés quand on fait du référencement, c'est vous, tout simplement. Vous connaissez vos produits, vous connaissez vos prestations, vous savez comment vous en parler. Donc la première source de mots-clés, c'est-à-dire simplement comment vous qualifiez votre produit, votre service. Donc ouvrez un Excel et commencez à mettre des mots-clés, ceux que vous utilisez pour qualifier vos produits. La deuxième source, qui est très importante aussi, ce sont vos clients. Vos clients connaissent vos produits et quand vous les avez au téléphone, quand vous les avez par mail, ils emploient des termes, des expressions qui sont relatives à vos produits, qui des fois peuvent différer des vôtres, pour la raison simple que vous êtes des fois tellement le nez dans le guidon que vous employez du jargonnage. Le client emploie sans doute des termes différents pour les déterminer, ces produits-là. Donc soyez à l'écoute de vos clients, puisque c'est eux qui achètent vos produits et c'est surtout eux qui les recherchent sur Google. Donc soyez très vigilants au choix des mots-clés. Troisième méthode, qui commence maintenant à être un petit peu essoufflée, c'est la méthode de parcourir la presse spécialisée. N'oubliez pas que la presse spécialisée s'adresse aussi à vos clients. Donc prenez le temps de faire un petit peu de veille, de voir des sites, des revues, qualifient vos produits. La quatrième source de mots-clés, c'est pas bien, c'est l'espionnage des concurrents. Vous n'êtes pas le seul sur votre marché. Il y a peut-être des sites qui sont positionnés avant vous. Soyez curieux, regardez comment ils apparaissent sur Google, comment leurs textes sont construits. C'est une très bonne source de données. Pour l'instant, je ne sais pas si vous avez vu, nous ne sommes que sur des sources gratuites pour se procurer des mots-clés. Donc pas d'excuse de ne pas le faire. La cinquième source, c'est ensuite Google. C'est magique, mais Google en fait va vous donner une liste de mots-clés sur laquelle vous devez travailler. Alors Eric, tu peux passer la slide d'après.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous saisissez une expression sur Google, automatiquement, il va vous proposer des suggestions. Les mots qui apparaissent en fait dans ce moteur de recherche sont les expressions qui sont le plus souvent tapées. Donc si vous devez faire du référencement, commencez à taper l'intitulé de votre produit et regardez les suggestions de côté. Ça peut grandement vous aider pour trouver les bons mots-clés. Autre point aussi, si vous regardez, dans le footer, une fois que vous avez appuyé sur Entrée, vous avez donc ce qu'on appelle la SERP, c'est-à-dire la page de résultats, et en dessous, vous avez des mots qui sont cliquables. Là aussi, il s'agit de suggestions de mots-clés connexes à celui que vous avez tapé. Donc, encore une fois, des sources de mots-clés qu'il ne faut pas négliger. C'est vraiment une part du travail très très importante que vous devez fournir de votre côté avant même une démarche vers un prestataire. Rappelons qu'un prestataire va être spécialisé, oui, du web marketing, mais pas de votre activité. De plus, je vais le préciser maintenant, ça me semble de bon ton, mais le contenu de votre site doit être co-travaillé avec votre prestataire quand il s'agit d'un prestataire. Vous avez des expertises techniques très fortes, vous allez pouvoir effectivement, comme le précisait Ludovic, utiliser des termes très techniques. Il faut aussi savoir les vulgariser et effectivement savoir les mettre sous les bonnes formulations pour que lorsqu'on cherche sur tout moteur de recherche, DuckDuckGo par exemple, savoir les résultats les plus pertinents, que vous puissiez être visible. Et vraiment ce travail du champ lexical, dans tous les secteurs d'activité avec lesquels nous pouvons travailler, c'est le point de départ essentiel. Alors pourquoi les mots-clés? Ben voilà. Là, ça parle tout seul. Vous avez sur le côté gauche ce qu'on appelle un eye tracking. C'est-à-dire lorsqu'une page de résultats que Google s'affiche, on a de symboliser la façon dont l'œil parcourt la page. Vous voyez très bien, je le précise de suite, ce qu'on appelle la ligne de flottaison, c'est-à-dire le premier tiers d'écran qui apparaît lorsque vous chargez la page sans qu'on ait besoin de scroller. Là, vous allez voir automatiquement l'œil, plus c'est rouge, plus l'œil passe de temps, et plus on va vers le vert, vers le bleu et les couleurs, et moins l'œil passe de temps. Donc vous observez qu'effectivement, l'œil se focalise vraiment sur le premier résultat, et plus on descend, plus ça devient orange, jaune, pour finir finalement bleu, voire inerte. Le petit graphe à côté, qui est un graphe vous montre votre pourcentage de chance à ce que votre page, votre résultat soit cliqué en fonction de la position de votre site. Comme vous pouvez le voir, si vous êtes en première position, c'est quasiment un tiers des clics qui vous est assuré gratuitement. Donc imaginons que vous êtes positionné sur l'expression hôtel Néa en première position, vous avez 32% de trafic gratuit qui est assuré. Par contre, regardez de suite la dégringolade quand on passe en deuxième position, troisième position, quatrième position, on n'est plus qu'à 12% de clics. Et quand on arrive à la deuxième page, c'est la page du perdant, c'est 5% de clics. Donc si vous êtes en troisième page, c'est même pas la peine que vous soyez positionné, ça ne sert absolument à rien du tout. Alors, inutile de le dire, si demain matin, un de mes clients vient me voir en disant bonjour, je vais être positionné sur le terme casino en ligne, je dirais je ne peux pas le faire. Tout simplement parce que il y a des requêtes qui sont faciles à positionner et d'autres qui sont un peu plus difficiles. Donc dans le choix de vos mots-clés, inutile de le dire, il va falloir faire le tri. On a vu 5 sources d'approvisionnement de mots-clés que vous allez donc mettre dans un Excel. Et là, c'est lesquelles il faudra peut-être renoncer parce que sont très difficiles à se positionner. Essayez par exemple de positionner sur hôtel Nouméa. C'est quasiment impossible. Aujourd'hui, c'est tellement trusté par des booking.com et autres sociétés que c'est impossible de les détrôner. Si par exemple vous me dites je désire me positionner sur une référence très technique, par exemple DCS 425 ou 222, je vous dirais il n'y a pas non plus d'intérêt pour une raison simple, c'est que la requête présente très peu de recherche. Donc aujourd'hui, quand on travaille eh bien, on va faire tout simplement attention à l'intérêt du mot-clé. Est-ce qu'un mot-clé présente un intérêt ou pas? C'est-à-dire est-ce qu'il va générer du trafic et un acte d'achat? Ou est-ce qu'il est possible simplement de se positionner sur un mot-clé? Quand je dis simplement, c'est au terme de 2 ou 3 ou 4 mois de travail. Voilà, il faut savoir que se positionner durablement sur une expression clé, ça ne se fait pas en un jour ou en une semaine. C'est facilement 2, 3 ou 4 mois de travail pour arriver à un résultat propre et stable. Et qualitatif surtout. Et là, on touche à un point important du fonctionnement général d'Internet, en fait. C'est-à-dire que plus vous êtes actif, plus vous serez référencé, visible sur Internet.
À l'inverse, moins vous êtes actif et moins vous serez visible sur Internet. Je prends l'exemple de ceux qui souhaitent au contraire effacer leurs traces, si vous avez fait des petites erreurs de communication sur vos sites, etc. Mais le principe en général appliqué, c'est de ne pas être actif pendant, on va dire, 4 à 6 mois. Alors, c'est très compliqué de ne pas être actif sur Internet pendant 4 à 6 mois, mais là, vous allez effacer les traces que vous avez laissées. Et donc, c'est exactement le phénomène inverse qui se passe quand on veut avoir un bon référencement. Plus on est actif, plus on va proposer du contenu et des pages actualisées régulièrement, plus on aura des choses dans le haut du panier avec des résultats. Effectivement, c'est l'algorithme caféine que tu mentionnes. Du café là-bas. Donc là, je vous ai mentionné en fait l'intérêt et la possibilité à se positionner. Alors comment on peut déterminer l'intérêt ou la possibilité à se positionner? Tout simplement, il existe des outils. Là, cet outil est payant, je vais vous le recommander. Il s'appelle Insight. Il faut compter une dizaine d'euros par mois pour avoir accès à cet outil. Alors, une fois que vous aurez créé un compte très rapide, vous allez avoir accès à ce type d'écran. Voilà, tout simple, avec plusieurs onglets et un moteur de recherche. Donc, par exemple, une fois que vous aurez donc créé votre compte, un onglet qui s'appelle Market Explorer, et par exemple, vous saisissez l'expression Web Marketing. Là, vous allez donc avoir ce type d'écran qui apparaît. Là, je suis désolé, vous ne verrez pas beaucoup parce que l'image est relativement floue. Vous le verrez quand vous téléchargerez la présentation. Dans la première colonne, vous allez avoir donc le terme Web Marketing et en dessous, des expressions dérivées, donc des suggestions de mots-clés. Donc vous gagnez du temps par rapport aux 5 méthodes qu'on avait tout à l'heure. Dans la colonne d'à côté, chose qui est très intéressante, plutôt la colonne où vous avez un petit point rouge, c'est ce qu'on appelle le niveau de concurrence, c'est-à-dire la possibilité de se positionner facilement ou pas. Donc là, si la jauge est vide, c'est bon signe pour vous, c'est-à-dire que c'est facile de se positionner. Plus elle est rouge, plus ça devient difficile, voire impossible. Par exemple, si on tapait le terme casino en ligne ou poker, vous allez voir, c'est impossible de se positionner. Ou alors au prix de très grands efforts. La colonne surtout qu'on va regarder après, c'est la colonne nombre de résultats. Nombre de résultats, plus il y a de résultats, plus il va falloir galérer aussi pour se positionner, puisque ça veut dire qu'il y a beaucoup de pages qui cherchent à se positionner dessus. Donc cet outil, il est vraiment exceptionnel. Surtout, il nous permet aussi de faire des exportations directement dans Excel et donc de retravailler vos listes de mots-clés. Donc c'est aussi très 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 pratique. Ne prenez pas, si vous prenez cet outil, une licence pour l'année, prenez une licence pour l'an et exploitez-le à fond pendant un mois, il n'y a pas de limitation. Alors, donc on a vu comment trouver ces mots-clés. Vous avez donc trié tous vos mots-clés, vous avez un superbe Excel, vous avez choisi ceux qui valent le coup, ceux qui ne valent pas le coup. On va commencer à mettre un petit peu les mains dans le cambouis et on va commencer à travailler le contenu. Le contenu, quand on prend l'habitude de se dire une chose, c'est qu'on travaille pour les internautes, donc un contenu qui est lisible, digeste. On travaille aussi pour les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche doivent impérativement trouver leur compte pour pouvoir bien positionner une page. Alors sachez-le, Google a une devise, c'est Content is King, le contenu est roi. Voilà. Donc, là, il va falloir s'y plier si vous désirez acquérir ces 28% de trafic en plus. Donc, pour faire simple, un bon texte, c'est quoi? Un bon texte, c'est entre 500 et 800 mots. Ça fait déjà une grosse page à 4 à écrire. Donc, il faut être très, très, très inspiré. Mais si vous allez voir, si vous avez travaillé votre liste de mots-clés, l'inspiration vient très rapidement. Ensuite, on va privilégier les phrases courtes et toujours à la fois actives. Pourquoi? Là, c'est non seulement une contrainte de Google, mais c'est aussi une contrainte par rapport à l'usage d'Internet. Faites attention, quand vous lisez, vous verrez que vous êtes plus réactif sur des phrases courtes que des phrases très très longues. Donc prenez l'habitude de faire des phrases très courtes à la tournure active. Autre point, votre texte est toujours divisé en paragraphes. Ne mettez pas des pavés qui sont trop longs. Sachez diviser votre texte en paragraphes lisibles de 4 à 5 phrases. Et surtout, autant que possible, intertitrez vos paragraphes. C'est-à-dire, mettez des titres à vos paragraphes pour faciliter la lecture. Mais les titres contiennent des mots-clés. Donc, autrement dit, vous appuyez encore plus au référencement. Autre point, tout simplement, n'oubliez pas de mettre des mots en caractère gras dans votre texte. Pourquoi? Parce que en analysant le code source de votre page, va être en mesure de comprendre que ce mot-clé-là est important.
comme d'habitude, n'en abusez pas. Si vous en abusez, vous serez pénalisé, c'est-à-dire Google ne lira pas vos caractères gras. Donc, sachez trouver le bon équilibre sur une longueur de page d'avoir en caractère gras. Par contre, pratique que je vois beaucoup en Calédonie, ne copiez pas des autres sites. Pourquoi? Parce que tout simplement, Google va, c'est-à-dire il va détecter que ce contenu est présent sur un autre site et va dire votre site est de mauvaise qualité, je le pénalise. Il y a des pénalités qui existent. On peut citer par exemple Google Panda 2011 qui fait que les sites qui ont du contenu dupliqué sont grandement pénalisés. Donc les copier-coller de fiches produits, de fabricants, et ainsi de suite, il faut oublier. Sinon, vous ne vous positionnez pas. Rappelons également que tout ce qui est interdit dans la vraie vie est interdit en ligne. Donc on est tout simplement sur des notions de droit d'auteur et de réglementation. Alors, donc, on a vu les grands principes pour rédiger des textes efficaces. Je vous mettrai en fin de diaporama des renvois vers des sites qui vous expliquent la méthodologie du web redacting et aussi des livres qui nous expliquent comment faire de très bons textes et comment les publier. Donc vous aurez toutes les références aussi de livres et de sites qui vous expliquent tout ça. On va passer maintenant à un autre point clé du référencement, c'est les balises. Alors ces balises, vous avez beau les compléter sur le site, vous ne les voyez pas en frontal. Tout simplement parce qu'elles sont présentes dans le code source de votre site. Là, je vous ai fait une capture d'un code source, c'est-à-dire quand vous êtes sur un site internet, vous faites un clic de droite et vous faites afficher la source. Et là, vous aurez accès justement à tout ce code source avec cette fameuse balise qu'on peut voir un petit peu ici, qui s'appelle title, il faut la chercher, troisième ligne. Voilà. Et ensuite, ça s'appelle métadescription. Ces balises-là, quand vous êtes sur le site, vous ne les voyez pas. Elles sont derrière, cachées. Elles ne sont pas donc disponibles en Office. Alors, on va d'abord se focaliser sur la balise meta title. Alors, cette balise-là, en fait, quand vous avez affiché une page de résultat Google, c'est le petit lien qu'on va cliquer. Je ne sais pas si vous avez vu, un petit lien bleu, une description. C'est ce lien bleu. La balise meta title, en fait, dans la majorité des cas, c'est cette balise que vous aurez renseignée sur votre site. Donc cette balise, naturellement, elle doit contenir des mots-clés. Des mots-clés juste de façon raisonnable. Voilà. Ne faites pas ce qu'on appelle du stuff. Vous n'allez pas truffer votre balise de mots-clés. Sachez être raisonnable. Les mots-clés doivent avoir un rapport avec le contenu de votre page. Si votre page parle d'un hôtel, vous n'allez pas mettre des mots-clés relatifs à la restauration. Google, sinon, ne comprendrait pas du tout à quoi ça sert. Elle a une longueur d'à peu près 70 caractères. Donc, vous voyez, c'est très... Les erreurs qu'on détecte le plus souvent, c'est qu'en fait, les webmasters oublient de la compléter. C'est une erreur colossale. Oublier de compléter une balise, c'est se priver vraiment de au moins 60% du potentiel de sa page. Donc, soyez vigilants quand vous avez un site internet. Connectez-vous, vérifiez que toutes vos balises soient complétées. Sinon, vraiment, vous perdez de l'audience bêtement. Une balise aussi qui est toujours la même balise, l'erreur qu'on remarque aussi souvent, c'est qu'elle est trop longue. Si elle est trop longue, Google. Et qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Il va prendre une expression clé dans votre texte, n'importe laquelle, au hasard, et il va l'afficher par la page de résultat. C'est-à-dire que vous n'avez plus la main du tout dessus. Parmi les consignes de base aussi pour la rédaction, oubliez les caractères spéciaux à l'intérieur. Ne mettez pas de smiley dans une balise title, des choses comme ça n'a pas d'intérêt. Et surtout, c'est pénalisant au niveau des algorithmes. On va parler maintenant de la balise métadescription. La balise métadescription, c'est dans la majorité des cas la petite description que vous avez dans les pages de résultats Google. C'est-à-dire les 2 ou 3 petites phrases. Donc là, soyez toujours très vigilants. On est limité à 160 caractères. Si vous mettez plus, Google trompe. Voilà, donc ça peut être pas toujours super élégant. Sachez quelque chose de particulier, c'est que cette balise, vous pouvez mettre autant de mots-clés que vous voulez à l'intérieur. Ça n'influera pas le positionnement de votre site. C'est-à-dire que Google ne fait juste que l'afficher et il n'y a pas d'influence sur le positionnement. Par contre, la règle de base, c'est sachez présenter des balises qui soient sexy, qui vont inciter au clic. Voilà, si vos balises en fait sont tournées façon slogan commercial, incitation au clic,
Inutile de le dire, les gens vont cliquer. Donc là, vous avez vraiment liberté sur 160 caractères pour faire quelque chose qui est amusant, cohérent, descriptif de votre site. Mais sachez-le, ça n'affecte plus le positionnement de votre site, quels que soient les mots-clés que vous mettez à l'intérieur. Alors, autre point qui compte beaucoup pour le référencement naturel, c'est les photos. Alors, qu'on se le dise, Google n'est pas en mesure du tout de lire vos photos. Du moins, on avance un petit peu dessus, mais ce qui est important, c'est simplement que vos photos répondent à certaines normes. Ces normes sur les photos, déjà, c'est d'afficher les photos dans le bon format. Les photos, elles doivent s'afficher rapidement, donc les formats privilégiés, le JPG, voire dans certains cas le SVG, qui est un format vectoriel. Les autres formats sont à bannir. Vos photos, naturellement, veillez à ce qu'elles ne soient pas trop lourdes. Si vous mettez une photo qui fait 3 mégas sur une page, Google va vous pénaliser parce que la page sera trop longue à charger. Et l'internaute va partir parce que la page est trop longue à charger aussi. Et à ce niveau-là, n'oublions pas que, surtout si vous vous inscrivez dans le contexte néo-calédonien, nous avons à peu près 65 000 abonnements mobiles en Nouvelle-Calédonie qui sont en circulation, d'usagers d'un abonnement Internet mobile. Mais il y a également les notions d'accès au Wi-Fi, il y a les Wi-Fi publics, comme ici au bout du monde par exemple, mais encore ce qu'on appelle l'Internet mobile à la demande. L'Internet mobile à la demande en Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous avez un ordre d'idée de combien de requêtes ça peut représenter par mois, éventuellement? 50 000, 100 000, 500 000? Plus d'1 million. Il y a plus d'1 million de demandes de connexion à Internet mobile par mois en Nouvelle-Calédonie. Et ce qui veut dire que si une personne a une connexion un petit peu et que votre site met du temps à s'afficher parce que vous avez des formats d'images lourds, vous allez perdre assurément ces usages. Et ça, c'est donc un double effet couperé, je dirais, parce qu'il y aura l'effet Google, on sanctionne, et puis l'effet de l'usager, on sanctionne. Je rappelle que le temps moyen d'attente maximum, c'est 5 secondes avant de changer de page quand un résultat ne s'affiche pas. Tout à fait, même ce résultat baissé à 3 secondes. Justement, j'ai vu le résultat la semaine dernière. Au bout de 3 secondes, l'internaute, c'est s'il reste ou s'il part. Donc une photo qui est trop longue à charger, c'est rédhibitoire, l'internaute quitte le site. Donc soyez très vigilants sur le poids de la photo. On va dire jusqu'à 500 kilo-octets pour une photo de carrousel. Vous êtes bon. Au-delà, il faut optimiser. L'optimisation de photos, si vous utilisez Photoshop, il y a juste une option, optimiser pour le web. Et ça marche très très bien, de façon efficace, sans perte de qualité. Autre point très important, quand on fait du référencement, c'est de travailler la balise Alt de vos photos. Je ne sais pas si vous avez vu, quand vous prenez votre souris, vous survolez la photo, et il y a des fois une petite infobulle qui apparaît. C'est ce qu'on appelle Alt. Au début, elle a été conçue pour en fait les déficients visuels, qui avaient donc un navigateur audio. Quand ils survolaient la photo, une voix leur disait que représentait la photo. Aujourd'hui, cette balise, elle est surtout utilisée pour le référencement, pour que Google comprenne la photo. C'est une sorte en fait de légende. Et puis naturellement, si vous voulez que la photo elle soit bien référencée, il faut qu'elle soit dans un contexte, c'est-à-dire entourée d'un texte, qu'on a vu tout à l'heure, 500 à 800 mots, et que ce texte soit qualitatif, pour que la photo soit comprise et incluse dans un contexte, tout simplement. Cette balise spécifique, c'est aussi l'occasion, par exemple, de mettre les droits d'auteur. Si vous êtes sur une image qui n'est pas libre de droit et qui appartient à quelqu'un, vous pouvez le mentionner dans cette zone-là, ce sera très bien vu de la part des visiteurs et surtout de la part de l'auteur. On a vu le texte, on a vu les balises, on a vu les images. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'URL de la page. Si je vous parle de l'URL de la page, est-ce que ça vous parle ou pas du tout? C'est en fait l'adresse à laquelle la page est accessible. Il faut savoir aujourd'hui que la majorité des CMS, c'est-à-dire des solutions qui permettent de faire des sites internet, permettent la personnalisation de cette adresse-là. Donc, inutile de le dire, personnalisation, on va essayer de l'utiliser pour booster son référencement. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre des mots-clés qui sont en rapport avec le contenu de la page. Déjà, c'est la base. Naturellement, qui dit usage des mots-clés, dit utilisation avec parcimonie. On ne va pas truffer son adresse de mots-clés. Aussi, on fait attention parce que quand on réécrit l'adresse, soit cohérente avec le contenu et surtout reflète bien l'architecture du site. Je prends le cas par exemple si vous avez sur votre site un blog,
ça serait juste logique que l'adresse de votre page soit /blog/ l'adresse de la page. C'est-à-dire respecter systématiquement une hiérarchisation des contenus. Sachez que la majorité des CMS, WordPress, Drupal, Joomla, vont vous avertir si vous ne respectez pas cette hiérarchisation. Voilà. Alors, le CMS, pour rappel, c'est le Content Management System. En fait, c'est l'outil qui vous permet de gérer le contenu. Si on doit le comparer, c'est tout simplement votre tableau de bord, en fait. Mais ce n'est pas les mêmes langages, pour ça peut être les mêmes langages, mais ce n'est pas les mêmes manières d'organiser, de travailler en fonction du type de site. On va dire que c'est un petit peu, tout simplement, comme si vous choisissiez une marque de voiture différente. Vous n'aurez pas les mêmes moteurs, vous n'aurez pas les mêmes outils pour le travailler. C'est un petit peu la même chose. Voilà. Et c'est ça le fameux CMS. Voilà, donc nous avons vu les balises, les textes, les URL, les images, les accompagnages. Tout à l'heure, je vous ai raconté l'histoire de ce petit robot qui passait sur votre site pour analyser le site. Tout simplement, le robot, qu'est-ce qu'il fait? Il suit les liens qui sont sur votre site. Et c'est ce qu'on appelle en fait le maillage interne de votre site. C'est-à-dire la possibilité pour un robot de pouvoir bien comprendre comment vos contenus sont organisés. Donc c'est très important pour l'indexation, puisque ça va permettre vraiment au robot de comprendre les strates de votre site et l'organisation du contenu. C'est aussi important pour l'interne que le maillage interne va impacter grandement l'usabilité, c'est-à-dire la possibilité pour l'internaute de naviguer simplement sur votre site. Donc, le maillage interne, c'est vraiment quelque chose de travailler avec soin pour justement avoir de bons résultats, d'une part du côté des robots, d'autre part du côté de l'internaute. Alors, quelle façon d'optimiser simplement son maillage interne? C'est simplement, systématiquement, dès qu'on rajoute un contenu, se poser la question, avec quel autre contenu je peux le lier? Tout simplement pour assurer une façon simple à l'internaute de passer d'un article à l'autre. Et donc simplement de lui faire manger, de lui faire voir un maximum de pages et de documenter au maximum. Ensuite, quand on construit un lien, il faut toujours garder en tête, quand vous faites un lien d'un article à l'autre, est-ce que ce lien est pertinent? Ne faites pas du lien pour faire du lien sur un article. Je ne sais pas si vous avez vu par exemple certaines pages de Wikipédia, elles sont vraiment désagréables à surfer parce qu'elles sont truffées de liens. Donc n'imposez pas ça à l'internaute, faites des liens judicieux sur une page, faites 4 à 5 liens qui renvoient vers du contenu intéressant et connexe à l'article qui est affiché. Alors là, je vous ai donné en fait un petit schéma qui est assez sympa, qui nous explique ce qui doit être fait sur un site et ce qui ne doit pas être fait. Là, en l'occurrence, on a la page parent, imaginez votre homepage, la page d'accueil de votre site, et ensuite 3 catégories, qu'on appelle des catégories enfants. Le but, il est en fait, c'est d'éviter que chaque enfant communique avec soit un autre enfant, soit avec un petit enfant. Tout simplement pour essayer d'offrir à Google ce qu'on appelle un rangement en silo. Donc surtout quand vous allez travailler votre ligne interne, votre maillage interne, soyez très vigilants sur le fait de ne pas faire communiquer d'une part les petits-enfants entre eux, sinon on a une perte de thématique, mais d'autre part de ne pas faire communiquer directement les enfants entre eux. Tout simplement pour bien garder cette présentation, cette hiérarchisation du contenu. Si vous respectez bien ces consignes-là, votre référencement il va être grandement amélioré. Effectivement, si je suis dans le cadre, par exemple, d'un site de location de voiture, je viens pour louer un véhicule. Je vais avoir une rubrique peut-être véhicule utilitaire, véhicule de tourisme, et puis véhicule tout-terrain, par exemple. Si la personne fait une démarche, dans tous les cas également de recherche pour rentrer et trouver un véhicule utilitaire, n'allez pas dedans lui présenter une Twingo. Je ne suis pas sûr que ça marche pour son besoin. C'est un peu ce principe-là aussi qu'il va falloir appliquer. Puisqu'encore une fois, tous ces points-là ont un impact sur l'algorithme et le moteur de recherche, la manière dont vous êtes référencé, mais également sur le parcours de l'usager, encore une fois, qui est inclus dans la fameuse notion de SXO. Oui, tout à fait. Donc voilà, soyez très vigilants sur cette présentation, parce que du coup, Google va vraiment comment votre site est construit et effectivement mieux positionner vos pages. Encore une fois, c'est des choses simples que vous pouvez mettre en pratique tous les jours si vous gérez votre site. On a vu donc tout ce qu'on appelle le on-site, du moins on a survolé le on-site, c'est-à-dire ce qu'on peut modifier sur un site. On va essayer de voir ce qu'on appelle le off-site, c'est-à-dire tous les signaux qu'on peut envoyer à Google en externe pour qu'ils comprennent que votre site est digne d'intérêt et mérite d'être indexé et positionné.
Alors, déjà de l'acquisition de liens, c'est surtout le principal signal qu'on va pouvoir faire, c'est-à-dire créer des liens pour que Google comprenne que votre site est super et mérite d'être indexé. Voilà, alors la première des choses, sachez que si vous pouvez bâtir des liens vers votre site, depuis d'autres sites, votre référencement est grandement amélioré. Voilà, sachez-le, si par exemple vous avez un fournisseur qui a un site, n'hésitez pas à lui demander de faire un lien vers votre site. Tout simplement parce que ça accroît l'autorité de votre page. C'est-à-dire Google va se dire, il y a X sites qui ont fait des liens vers mon site. Donc du coup, mon site mérite d'être mieux positionné. Donc soyez vigilants, plus vous allez avoir de liens, plus votre site va être bien vu. Attention, le trop est l'ennemi du bien. Si vous veniez à gagner trop de liens, vous seriez pénalisé par Google. Alors, les pénalités Google, il faut savoir que c'est assez violent, on en parlera tout à l'heure, mais sachez que le fait de bâtir trop de liens peut pénaliser votre site. Je cite sur le côté gauche le cas de sociétés qui vont vous proposer de l'achat de liens. Est-ce que c'est mal? Je vous dirais oui et non. Tout simplement, si vous savez acheter des liens en quantité raisonnable, vous allez booster votre site. Si vous en achetez trop, vous allez être pénalisé. Donc, sachez trouver juste le juste milieu. Si un jour vous tombez sur ce type d'offre, de ne pas acheter 1 million de liens, parce que ça serait considéré comme une fraude. Acheter par exemple 50 liens de qualité, c'est-à-dire donc des liens pertinents, qui sont construits sur des sites qui ont la même langue que le vôtre, qui peuvent être considérés comme naturels. Dans ces cas-là, votre référencement sera réellement boosté. Si vous achetez trop, c'est la pénalité. Entendu, bien évidemment, que nous parlons là de liens. Quand on dit acheter du lien, vous allez aller acheter un espace sur le site d'autres personnes pour qu'ils mettent le lien vers votre site. C'est bien dans ce qu'on parle. Et à l'inverse, vous pouvez aussi très bien proposer à vos partenaires le positionnement de liens sur votre site. Voilà, c'est un échange de liens. Si c'est fait avec raison naturelle, sachez que vous allez aussi pouvoir booster les sites de vos amis et de vos partenaires. Voilà, c'est des pratiques qui sont les bienvenues, surtout en Calédonie, où des fois le web est un petit peu trop géré de façon étanche. Proposez à vos amis, vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs, un peu de aussi. N'oubliez pas que le web, ça reste une immense chaîne et que donc il faut toujours l'entretenir. Alors, autre lien qui est, on va dire, un peu particulier, c'est le lien qu'on peut gagner sur les réseaux sociaux. Après tout, ça peut être considéré comme un lien classique, puisque vous postez votre adresse sur votre site sur Facebook, ça devrait booster votre référencement. Eh bien non. Voilà. Il faut le savoir, tous les liens que vous allez poster sur les réseaux sociaux ne sont pas pris en compte par Google. Si un jour quelqu'un vous dit je vais booster votre SEO avec des réseaux sociaux, sachez que c'est faux. Ce n'est pas possible. Voilà, tout simplement parce que l'ensemble des réseaux sociaux sont considérés par Google comme une source d'approvisionnement de liens qui n'est pas safe, c'est-à-dire qui n'est pas propre. Donc Google va voir le lien, il n'y a pas de souci. Il va considérer ça comme un signal, mais un signal qui ne va pas influencer votre positionnement. Donc inutile de le dire, entre SMO, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, le travail sur les réseaux sociaux, et le SEO, il y a une paroi qui est semi-étanche. Avec les réseaux sociaux, nous n'envoyons que des signaux à Google. Ils n'ont pas d'impact sur le référencement naturel. Mais profitez-en quand même pour envoyer plein de sites. Comprenez, vous venez d'ajouter une nouvelle page sur votre site. Parlez-en sur Twitter, Facebook, Pinterest, parce que c'est-à-dire Google va dire il y a une nouvelle page sur le site. Juste ça. Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, le SEO, ce n'est pas une discipline sans danger. Il y a des pénalités. Alors, ces pénalités, elles sont automatiques pour la grande majorité des cas. Et surtout, elles sont attribuées si vous faites mal des choses. C'est-à-dire si vous voulez faire trop de choses de façon non naturelle. Alors, les pénalités, on en trouve en fait de 4 types. Il y a la sandbox. La sandbox, en fait, il faut savoir que c'est une pénalité qui est un petit peu ancienne. Il paraîtrait qu'elle n'ait plus d'application, mais on la voit encore un petit peu de temps en temps. C'est dans lorsque vous publiez un contenu, le contenu ne va pas être de suite référencé. Il va être mis dans un bac à sable.
pour être analysé en profondeur. Donc c'est une pénalité qui va durer 10, 15 jours ou un mois. Au bout de un mois, votre contenu va être de nouveau accessible. Cette pénalité, c'est la pénalité la plus gentille que Google puisse donner. Elle est plus gentille, par exemple, que la baisse de PageRank. J'ai évité depuis le début de la formation ce mot-là, et pourtant c'est la base de tout référencement, c'est-à-dire le PageRank. Le PageRank, c'est un indicateur que Google donne à chaque page en fonction de la qualité de cette page-là, c'est-à-dire si elle est bien construite, si les textes sont bien présents, les balises, ainsi de suite. Donc, si un jour vous faites quelque chose qui ne correspond pas à Google, votre page va avoir son PageRank qui va baisser, c'est-à-dire sa notation auprès de Google qui va baisser. Donc, elle va être beaucoup moins visible. Moins visible, mais c'est moins grave que le déclassement. Le déclassement, c'est déjà la pénalité qui commence à faire très, très, très mal. C'est-à-dire que votre site, qui était peut-être en deuxième ou troisième position, d'un coup va chuter totalement dans les secondes, troisième, quatrième pages de Google. Donc là, on a affaire à une vraie catastrophe parce que ça peut coûter très cher. On regardera les petits chiffres que j'ai mis à côté qui font plutôt peur. Et enfin, la dernière pénalité, j'ai des sites qui l'ont eu, c'est ce qu'on appelle la liste. Vous tombez sur la liste noire de Google, votre site n'apparaît plus du tout. Il n'existe plus aux yeux de Google. Ça arrive si vous achetez trop de liens, si vous mettez trop de mots-clés, si vous abusez de certaines technologies qui sont prohibées par la conduite de Google. Donc cette pénalité-là, c'est la plus catastrophique. Si elle vous touche, ça peut coûter très cher. Je vous ai dit par exemple le cas du Washington Post, victime d'un blacklistage perdu en 2 mois 77 millions de visiteurs pour une simple pénalité. Je vous ai mis un deuxième exemple en 2014 où le site eBay a été victime pendant quelques jours d'une pénalité de blacklistage de la part de Google et il a perdu donc sur une journée 6,1 millions de visiteurs. Ce sont des chiffres qui sont plutôt alarmants et donc sachez que ça n'arrive pas que Washington Post et à eBay, il y a beaucoup d'autres sites qui sont victimes de pénalités. Donc sur un résultat, vous ne pouvez pas optimiser vos actions. Donc la mesure des résultats est extrêmement importante quand on fait du SEO. Alors, sachez qu'aujourd'hui, pour mesurer les résultats, on va faire 2 choses quand on fait la mesure des résultats. On va regarder d'abord le positionnement de ces mots-clés, et ensuite on va regarder quelle est l'audience qui est liée à ces mots-clés. Alors, tout d'abord, pour observer la position de ces mots-clés, vous avez travaillé, et il est bon quand même de savoir si vous avez gagné des positions sur vos mots-clés, savoir si vous devez continuer à travailler ces mots-clés. Donc, il existe des outils, je vous en ai mis 3, qui sont des outils, hélas, qui sont payants, mais dont les prix coûtent 5 à 10 euros par mois, qui vous permettent en fait de connaître les positions générales de votre site, c'est-à-dire savoir sur quels mots-clés vous vous positionnez et quelles sont les variations qu'il y a eu sur ces mots-clés. De mon côté, en agence, je travaille surtout avec le premier, MyPoseo, qui est vraiment l'outil le plus simple à utiliser. Vous mettez l'adresse de votre site. Quelques heures après, vous avez un relevé de la liste des mots-clés sur lesquels votre site se positionne. Ce sont des outils qui sont très simples d'accès, je le précise, ne sont pas réservés qu'à des professionnels. Simplement, vous, dans l'entreprise, vous pouvez déjà avoir de bonnes données avec ça. Je vous donne par exemple là un aperçu d'un tableau de bord qui est un petit peu sophistiqué, mais je reste persuadé qu'en 3-4 minutes, vous arriverez facilement à prendre le contrôle de ce type de data. Alors, on a vu comment on pouvait avoir des positions sur les mots-clés, mais est-ce que ces mots-clés vous ont réellement ramené du trafic? C'est la grande question. Pour ça, il existe 2 outils qui pour eux sont totalement gratuits. Le premier, c'est Google Analytics. Est-ce que parmi vous, certains utilisent Google Analytics ou pas du tout? D'accord. Donc, tout simplement, dans Google Analytics, en fait, vous allez voir, il y a une rubrique qui s'appelle Acquisition, tout le trafic est canon. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir, il y a marqué Organic Search. Organic Search comme résultat organique ou résultat naturel. Et là, vous allez donc avoir un aperçu de l'efficacité de votre travail et savoir si vous avez sélectionné les bons mots-clés. Puisque si vous avez sélectionné les bons mots-clés, ce chiffre-là, il va être en perpétuelle augmentation. C'est-à-dire qu'il va vraiment
montrer que vous avez bien travaillé et que le trafic est là. Autre outil qui est aussi totalement gratuit et que je conseille réellement, c'est Google Search Console. Est-ce que parmi vous, ça parle à quelqu'un ou pas du tout? Voilà, c'est un outil, il faut s'y pencher, parce qu'il va vous donner plein d'informations, notamment le nombre de clics que vous avez eu sur un mot-clé, la position moyenne que vous occupez, et du coup, ça va vraiment vous aiguiller sur est-ce que votre travail en SEO est bien fait. Parce que si, par exemple, vous vous rendez compte que votre site a bénéficié de 300 affichages dans Google et qu'il a été cliqué que 2 fois, ça veut peut-être dire que votre métadescription, qu'on a vu tout à l'heure, ou votre title n'a pas incité au clic. Donc cet outil-là, il est vraiment gratuit et il offre de très très bons résultats quand on sait l'exploiter. Donc là, encore une fois, c'est un outil au premier abord simple, mais prenez le temps de vous y pencher parce qu'on peut vraiment avoir de super résultats avec cet outil. Pour refaire un petit lien juste avec le champ lexical qu'on évoquait tout à l'heure, c'est aussi un des impacts si vous mettez trop de mots-clés. En fait, vous allez être affiché plein de fois, mais sans pertinence. N'oublions pas que la pertinence, à l'heure où nous parlons, est très importante. Si vous annoncez être force de proposition dans telle thématique et que le visiteur ne trouve pas son compte, ben là aussi, ça va avoir à moyen terme un effet très négatif sur votre site et votre fréquentation de site. Alors, le référencement naturel, j'espère que je vous ai convaincu, mais là, je vais surtout donner des arguments verbaux. Porte-monnaie. Je vais vous montrer pourquoi il faut travailler le SEO. Alors, je suis allé trouver. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré un outil qui s'appelle Duda Insight, qui permet de voir donc la concurrence sur un mot-clé, qui permet de savoir les opportunités de positionnement, mais surtout, il y avait une petite colonne qui s'appelait CPC, pour coût par clic de AdWords, c'est-à-dire de Google Ads. Alors je me suis amusé à faire une petite enquête en me disant je veux positionner mon site en naturel sur l'expression hôtel Nouméa. Donc là j'obtiens des chiffres. On me dit que donc il y a sans dire de bêtises, donc le 140 qui correspond au nombre de requêtes qui sont saisies sur Google par mois sur la Nouvelle-Calédonie. 140. Si je suis en première position, on a vu tout à l'heure que j'avais 32% de clics. Vous me suivez jusque-là? On me dit que donc, ça va me procurer 45 visiteurs par mois sur mon site. Normal, 140, multiplié par le taux de première position. 45 visiteurs, que le coût par clic sur l'expression hôtel à Nouméa est de 4,10 €, ce qui est très cher. Donc, 45 visiteurs multipliés par 4,10 €, ça fait quand même le montant de 185 € d'économiser sur un mot-clé grâce au référencement naturel. Et je parle d'un seul mot-clé. Si votre site est bien fait, on peut monter à plusieurs centaines de mots-clés positionnés et donc multiplier plusieurs centaines de mots-clés par 185 € et vous avez la rentabilité de votre mot-clé. Sachez aussi une chose, c'est que les visiteurs sur Google préfèrent mieux cliquer sur des résultats naturels que sur des résultats sponsorisés. Donc autrement dit, si un webmaster travaille bien avec l'expression hôtel Nouméa, rien que sur ce mot-clé-là, il fait économiser 185 € par mois, je dis bien par mois, à son entreprise. Alors, comme vous l'avez vu, le référencement naturel, c'est quand même très dense. Donc, en fin de diaporama, je me suis permis de vous mettre quelques références de livres. Alors, pour moi, c'est 3 livres que j'ai, non pas sur la table de chevet, mais sur mon bureau. Le référencement naturel par Olivier Andrieux. Olivier Andrieux, c'est un des pionniers en France du référencement naturel. C'est, on va dire, on l'appelle le pape du SEO, c'est pas pour rien. Donc, un livre qui est abordable vraiment avec un niveau très simple. Si on va dire le pavé fait à peu près 600 pages. Si vous en lisez 300 pages, vous aurez déjà de très bons résultats. Voilà, donc déjà c'est un livre incontournable. Ensuite, vous avez bien référencé votre site web par le web rédactier d'Isabelle Canivet. Ça aussi, c'est un livre que vous devez posséder si vous voulez faire de la bonne rédaction web. C'est aussi un gros pavé, mais si vous en lisez la moitié aussi, vous aurez déjà de très bons résultats. Enfin, le dernier livre
C'est un livre qui a été écrit par Alexandra Martin et Mathieu Chartier, que je vous conseille réellement aussi si vous avez déjà de bonnes connaissances en référencement naturel, parce que là, on met un petit peu les mains dans le code et on travaille sur des techniques avancées de référencement. Donc vraiment, ces 3 livres-là, ils sont vraiment par ordre d'importance. Procurez-vous-les si vous voulez commencer à économiser vous aussi de l'argent grâce au référencement naturel. Enfin, je me suis permis de vous mettre aussi des liens incontournables pour faire votre veille en référencement, parce qu'il n'y a pas forcément qu'à acheter des livres, il y a des sites qui diffusent du savoir, simplement pour le plaisir de partager. Je vous ai mis quelques sources qui sont incontournables. Au niveau calédonien, je vous ai mis mon site, sur lequel je partage à peu près 1 fois par semaine de la veille, des articles qui ont vraiment lien avec la Calédonie, c'est-à-dire vraiment comment optimiser son site quand on est en Calédonie. Je vous ai mis ensuite des sources qui sont exclusivement francophones, sur lesquelles aussi il y a beaucoup de contenu qui est publié tous les jours. Donc soyez curieux et vous pouvez vraiment avoir de très très bons résultats en appliquant les conseils qui sont donnés. Eh bien voilà, je crois qu'on est arrivé au bout des slides. J'espère pas trop vous avoir endormi. Et surtout, je vous incite vraiment, si vous avez un site internet, à travailler votre référencement. C'est ce qui coûte rien du tout, à part du temps. Est-ce que parmi vous, certaines personnes ont peut-être des questions ou des retours d'expérience à partager d'ailleurs, hein, si vous avez eu des moments de gloire ou de difficulté en termes de référencement sur Internet, c'est peut-être le moment d'en faire part. Oui. Dans les mots-clés, ils disent qu'il ne faudrait pas dépasser 5 pour que ça soit bien. Alors 7 mots par page. Alors 7 mots par page ou 5 mots sur le site? Du site. Non, c'est pas vrai. Moi, pour vous donner une idée, j'ai fondé un site internet il y a 20 ans. Le site est positionné sur 14 000 mots-clés. Et dans les premières positions de Google. Donc non, on peut, en fait, on part du principe qu'un mot-clé égale une page. Voilà, on ne peut pas travailler en fait en frontal une page sur plusieurs mots-clés. Par exemple, Eric a pris tout à l'heure les véhicules utilitaires, sur des véhicules utilitaires. Donc on va référencer cette page-là sur une expression clé. Par exemple, location de véhicules utilitaires. Par rapport à la page d'accueil. Alors, page d'accueil, ça va vous choquer, mais c'est la page pour laquelle je ne travaille quasiment jamais le référencement Internet. Parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle un hub, c'est-à-dire un ensemble de liens vers d'autres pages. Donc, la page d'accueil, pour moi, elle est tout à fait inutile. Je travaille surtout le référencement des pages profondes. C'est-à-dire, si vous vous souvenez tout à l'heure du graphe qu'on a vu, avec parents, enfants, petits-enfants, je travaillais surtout les pages petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'elles sont connectées aux autres. Donc si je travaille bien ma page qui est de bas niveau, via les liens, le bon travail que je fais sur le bas niveau va être hérité sur les niveaux d'au-dessus. Donc aujourd'hui, travailler le référencement d'une page d'accueil, pour moi, il y a très très peu d'intérêt. Travailler vos pages profondes, c'est-à-dire faire du contenu bien poussé sur les pages petits-enfants. Ce qui n'empêche pas effectivement d'avoir quand même 5 mots-clés qui sont peut-être votre cœur de métier premier, autour desquels on construit justement le champ lexical pour obtenir parfois 14 minutes. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est un travail sur la durée, encore une fois, comme Ludovic le précise très bien. Donc, dans les mots-clés, mettons les 5 plus importants du site. Ensuite, quand on va aller sur notre page du site, on va rajouter un autre mot-clé qui concerne la page. Voilà, c'est ça en fait de compte. Voilà, tout à fait. Okay. Alors, moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous travaillez votre référencement pour la Nouvelle-Calédonie, sur votre homepage, travaillez surtout un mot-clé et surtout votre identité de marque, votre branding, c'est-à-dire votre nom d'enseigne, c'est très important. Ensuite, gardez les pages secondaires pour vos activités, vos prestations, vos produits. Voilà, pour moi, c'est vraiment ici en Calédonie, quand on travaille sur un marché local, vraiment la priorité. Homepage, tout ce qui est branding, c'est-à-dire qui vous êtes, et un énoncé sommaire de vos activités. Vos pages profondes, c'est-à-dire enfants, petits-enfants, focus sur vos activités. C'est vrai que par exemple, je prends l'Observatoire numérique de Nouvelle-Calédonie, on a des thématiques très variées, le numérique est partout maintenant. Donc si on a une première page, on va dire enfant qui s'adresse sur les réseaux sociaux, on aura un petit enfant qui va venir parler du
référencement, enfin de la communication digitale. Disons communication digitale, on aura un petit enfant qui sera site internet, un petit enfant qui sera les réseaux sociaux, et puis on aura peut-être une autre branche avec le référencement qui viendra sous le site internet, par exemple. Voilà, c'est vraiment, il faut le voir dans cette vision un peu entonnoir, hein. Plus on rentre en profondeur, plus on se spécialise, et donc plus on réouvre d'autres petites portes de champs lexicaux. Si je vends des produits cosmétiques et que mon site, parce que je suis sous une enseigne de type cosmétique, je vais ensuite aller dans les parfums, puis peut-être dans les parfums pour hommes ou pour femmes. Ou à l'inverse, hein, il y a le chemin que vous choisissez. Peut-être que c'est d'abord les distinguos hommes-femmes et ensuite les parfums et les différents produits. Voilà, et ça c'est en lien aussi avec votre architecture, on va dire, de site. Le maillage interne, puisque c'est vraiment des notions assez importantes pour être efficace. En tout cas, ce point-là. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Alors, on n'est pas obligé, ne vous inquiétez pas. Ce que je vous propose, c'est peut-être de... Oui. Comme notre site contient énormément de photos, qui en a, voilà, professionnelles, etc. Comment on peut les nommer toutes? C'est un peu plus lourd et en plus, c'est pas vraiment très utile de les nommer. Erreur. Non, mais Voilà, alors en fait, je les appelais un petit peu tout à l'heure dans la présentation, parce que c'est des points un petit peu techniques, et sachant que la présentation, on va vous l'envoyer, je suis passé très vite sur les photos. Déjà, les photos, quand on a les indexées, on a parlé de problème de poids des photos. Donc les photos, si vous êtes photographe par exemple, ne mettez pas de la photo qui fait 4 mégas et 50 photos sur la page, c'est le mauvais plan. Vous avez votre photo sur votre disque dur, vous l'avez optimisé pour le web, vous l'avez passé sur Photoshop, vous l'avez retaillé, vous avez fait tout ce qui... La première chose qu'on fait, c'est qu'on va aussi la nommer proprement. La nommer proprement, c'est simplement, dans le nom de la photo, je dis bien le nom de la photo, c'est de mettre quelques mots-clés. Par exemple, vous avez fait une photo du bout du monde à Nouméa. Votre photo, je vous conseille de la nommer le bout du monde, Nouméa. Donc chaque mot séparé avec des tirets, point JPG, parce qu'on a vu que c'était l'extension qui était plus utilisée. si vous en avez 100 photos du nom, Tiret 01, tiret 02, tiret 03. Voilà. Pourquoi vous avez donné 100 Tout simplement, on met un tiret après le nom et on met un numéro. avec des numéros? Avec des numéros, c'est ce que je conseille. La particularité, c'est qu'on peut faire du référencement via des photos. Et ça, c'est quelque chose que je ne vais pas trop insister. Et si vous êtes photographe, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui font des recherches sur Google Photos, qui vont taper sur Google Photos Nouméa, qui vont taper accastillage, ou taper voilier, ainsi de suite, et qui vont faire leur recherche de sites via Google Images. C'est un public à ne pas négliger du tout. Donc les photos, effectivement, il y a des sites entiers qui vous expliqueront comment référencer proprement des photos. Mais c'est vraiment un vecteur à ne pas négliger, au même titre qu'on n'en a pas parlé, par exemple, de la vidéo. La vidéo, c'est tout un métier aussi de bien la référencer pour faire de l'acquisition de trafic vers son site. Oui, monsieur. Juste par ce que vous abordez la vidéo, il faut mieux mettre un lien sur YouTube ou mettre une vidéo sur son site. Alors, on part pour une heure. Donc, c'est une super question en fait. Alors, aujourd'hui, quand je dois travailler la vidéo, sommairement, je prends ma vidéo, je la poste sur YouTube. Je ne dis pas de mettre un titre qui est correct avec quelques mots-clés sans abuser. Je descends en bas, j'ai la description. Là, pareil, la description, allez jusqu'au quasiment au maximum de ce que YouTube vous autorise en longueur. Je vois tellement de vidéos où des simplement parce que cette description va influencer le moteur de recherche de YouTube, mais il va aussi influencer Google, puisque n'oubliez pas que YouTube est un produit de Google. Du coup, ça vous permet aussi, quand la personne va taper le mot-clé, s'il y a peu de concurrence sur le mot-clé, d'avoir votre vidéo qui apparaît directement dans le résultat naturel en position 0, c'est-à-dire en position avant les résultats écrits. Donc ça, je n'ai pas encore répondu à votre question. Donc vous êtes à l'écriture de description, vous n'oubliez pas de mettre les tags, puisque Google autorise, donc YouTube permet de mettre des tags. Vous n'oubliez pas de dire que votre vidéo est conforme à tout public, la petite case à cocher depuis quelques temps. Vous publiez votre vidéo. Là, vous avez deux possibilités. Soit mettre un lien vers votre site, soit mettre l'intégration de la vidéo, c'est-à-dire le player YouTube. Mettez le player. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre vidéo va d'un coup être contextualisée, c'est-à-dire elle va être prise entre des pavés de texte. Donc, autrement dit, vous allez accentuer et le référencement de votre page et le référencement de votre vidéo. Voilà, pour des bases de référencement de la vidéo, c'est ce qu'il faut savoir. Après,
On peut pas pousser beaucoup plus loin sur les méthodes de partage de vidéos, mais je pense qu'il faudra une heure de plus. Et voilà, sachez-le, l'inclusion du player dans une page contextualisée. Effectivement, c'est une question très importante. Hein. On est dans une société de consommation par l'image, essentiellement. Et quand on évoquait tout à l'heure les zones, voilà le regard, effectivement, là, on est sur des notions de texte qui sont affichées, généralement. Si, comme Ludovic le souligne très bien, comme beaucoup, on utilise le moteur de recherche dans le web en général, et puis dès qu'on a les résultats, en fonction de notre point d'intérêt, on va les cliquer sur un des résultats ou alors sur les onglets images, vidéo. Moi, pour ma part, à l'Observatoire, on utilise beaucoup de recherches par l'image aussi, pour des illustrations ou sous forme d'images. Et donc, l'image, les premiers regards intuitivement. On fait la démonstration en temps réel lorsqu'on est sur la thématique des réseaux sociaux, et votre œil, il a un parcours. Quand j'arrive, je prends l'exemple d'un post sur Facebook ou LinkedIn, votre œil va capter l'image, le texte qui est dans l'image, va lire dans un second temps ce qui est au-dessus de l'image, et ensuite la partie basse des commentaires. Et ça, c'est un réflexe qu'on a acquis dans le temps, vu la forme de présentation que nous ont soumis les réseaux sociaux, notamment par exemple. Donc effectivement, un travail d'image qui est très important et qui peut à nouveau effectivement permettre d'apparaître dans les premiers résultats si les autres n'ont pas mis d'image sur des thématiques où justement votre cœur de métier peut être très technique et il y a peu d'images, donc profitez-en. Est-ce que vous avez d'autres points de questionnement, mesdames et messieurs? Oui. Juste une petite question, si on veut faire un blog, est-ce qu'il vaut mieux le mettre directement sur son site ou plutôt faire un blog indépendant qui renvoie sur des réseaux? Alors là, on va rentrer dans une notion un petit peu technique. Votre site, est-ce qu'il est à vocation purement de la Calédonie ou internationale? Non, Calédonie. Calédonie. Il est hébergé en Calédonie ou pas, votre site? Pour le moment, oui. Très bien. Alors là, je vous dirais, votre blog, faites-le sur votre site. Tout simplement parce que le blog va vous permettre vraiment d'accentuer ce qu'on appelle le référencement local. Donc moi, je vous conseille vraiment de centraliser votre blog sur votre site. Après, la question en fait qu'on peut se poser, c'est y a-t-il un intérêt à avoir un blog externe? C'est-à-dire par exemple sur Blogger, sur WordPress.com, d'autres plateformes. Je vous dirais, on va l'utiliser pour faire du maillage externe. Vous savez, les backlinks qu'on a parlé tout à l'heure. Moi, ce que je fais pour certains de mes clients, c'est qu'on produit du contenu sur leur blog d'entreprise. Et ensuite, on va produire un contenu beaucoup plus court avec un lien vers le contenu qui est sur notre site. Et ce contenu-là va être publié sur un blog externe. Par exemple, sur le WordPress, du Blogger, et ainsi de suite. L'intérêt, c'est de gagner un backlink. Donc, si vous avez le temps, travaillez à fond sur votre site. Et ensuite, utilisez un blogueur pour faire du teasing qui amène vers votre site. Comme ça, vous avez deux canaux d'entrée vers votre site et vers votre billet de blog. Le référencement naturel et le backlink. Donc, c'est une petite stratégie déjà de netlinking, déjà un petit peu élaborée. Mais si vous avez la possibilité, faites-le parce que vous accentuez réellement et gratuitement votre visibilité. Ça peut suffire d'en avoir juste un, parce que là, c'est un backlink. C'est un bon début. Ouais. C'est un bon début. Après, je vais vous inciter à dire pourquoi pas faire du teasing, c'est-à-dire ouvrir un deuxième blog qui va linker l'article du premier, qui va linker l'article du deuxième. Et c'est comme ça que ça commence. Effectivement, là, c'est un peu le même fonctionnement pour les réseaux sociaux. Hein. On va rappeler aussi que lorsque vous avez un site internet et des pages de réseaux sociaux divers et variés, le but des réseaux sociaux, est-ce que c'est les réseaux sociaux? Le principe de base? Généralement, les sites, que ce soit les PSE ou n'importe, il y a souvent le lien automatique quand on veut envoyer des newsletters. Il propose, si on veut le mettre sur un lien social. Alors, c'est automatique. ça, c'est la notion de partage. Effectivement, je peux très facilement, et suivant les modules mis en place, d'ailleurs, on peut vous inciter à le faire pour gagner en visibilité, mettre des liens de partage sur votre site qui permettent de partager sur les réseaux sociaux pour les visiteurs. C'est-à-dire, moi, je viens visiter votre site, je trouve que c'est bien, ça m'intéresse, je partage sur mes pages ou mon profil. À l'inverse, attention, c'est vrai qu'initialement, les réseaux sociaux vont vous permettre de générer du trafic vers votre site, pour ceux qui en ont, bien évidemment. Vous travaillerez un petit peu différemment vos mentions de réseaux sociaux si vous n'avez pas de site sur lequel vous vous appuyez. Mais ça, c'est vraiment une notion importante. Hein. On a tendance à croire que parce qu'on est dans les réseaux sociaux et qu'on est très visible avec de
de grands cercles de suiveurs ou d'abonnés, suivant les cas de figure, que c'est là qu'elle réside le succès. En fait, non, le vrai succès, c'est vraiment d'aller faire transformer en visite vers votre site, encore une fois, si vous en disposez, les visiteurs de vos réseaux sociaux. Vraiment, en gros, le site, c'est votre maison, c'est votre bureau, c'est votre vitrine, c'est votre côté officiel. Et puis les réseaux sociaux sont là pour venir dynamiser les visiteurs avec une partie animation, on va dire. Il faut vraiment voir les réseaux sociaux comme ceux de la personne qui est devant le restaurant, en train de vous dire on a des très belles cartes, on a des très bons menus aujourd'hui, on a une ambiance très sympa, venez à l'intérieur. Et puis le site, c'est vraiment votre cuisine, votre salle d'accueil, de restauration, dans l'idée. Tu veux... Merci. Évidemment, alors, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Sinon, ce que je peux vous proposer, c'est de détendre un petit peu l'atmosphère. On a vu quelque chose un petit peu technique, et merci à Ludovic D'Antoni de mon coach web marketing pour cette explication. Encore une fois, d'expert, je n'ai pas son niveau d'expertise. Je pense qu'il est important de préciser que tous les outils qui vous ont été présentés, ce sont des exemples. Il existe d'autres outils, effectivement, avec des performances très différentes et variées. On n'a pas d'obédience particulière. Comparez toujours les outils, choisissez ceux qui sont adaptés à votre activité, à votre temps disponible, à vos compétences. On a une question. Pardon, s'il vous plaît. Il y a l'intérêt d'avoir un backlink sur un blog qui a un PA inférieur à 106. Je ne sais pas. J'adore la question. Réponse oui. Réponse oui, tout simplement parce que ça reste un lien. Moi, le lien, je le qualifie certes par ce qu'on appelle le link juice qui rentre sur le site, ce qui est très bien. Le PageRank, partiellement qu'on va hériter. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est juste un lien, et s'il est naturel, il est toujours le bienvenu. On va dire un lien naturel peut partiellement compenser un lien qui ne le serait pas. Donc en fait, sur les réseaux de liens, effectivement, on peut s'interroger sur la puissance d'un lien, se dire ok, quelle est l'hérédité dont je vais bénéficier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en priorité, est-ce que le lien est naturel ou pas? Parce que si un jour nous avons affaire à ce qu'on appelle du référencement black, c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait à se venger sur notre site en achetant des backlinks négatifs, les backlinks positifs vont être là systématiquement pour tirer vers le haut les incidences de backlinks négatifs pénalisants. Donc, effectivement, pour moi, il n'y a pas de souci majeur à établir, à avoir un backlink qui est une priorité moins importante que son site. Quand les questions deviennent de plus en plus techniques, forcément, à un moment donné, on ne peut pas simplifier la réponse. En tout cas, merci à toutes et tous de vos attentions. Ça fait un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas encore une fois à partager encore un petit peu de café, de jus d'orange ou de mots et d'expressions particulières techniques avec Ludovic, que je remercie ici à nouveau.